Good morning again. Bonjour. Je suis donc heureuse de pouvoir vous présenter le panel de haut niveau que nous avons organisé, modéré par Jean-Louis de Brouwer de la DG ECO. Bon, je crois avoir appuyé sur le bon bouton. Bonjour à tous. Je suis donc très heureux de pouvoir être avec vous pendant donc ces 2 journées, sans vouloir anticiper ce qui sera dit lors de la session finale. En tant que donc bailleur de cet événement, la DG ECO en attend beaucoup, je crois, quant à l'impact que ces travaux peuvent avoir sur l'avenir. Nous avons donc l'occasion d'entendre Mme Paria, notamment ce matin, qui a donc dressé le panorama de la situation que vous connaissez tous parce que vous êtes tous des professionnels de ce secteur. Donc, nul besoin pour moi de décrire à nouveau la situation à laquelle nous faisons face, mais il est clair que nous devons tous, je crois, commencer à réfléchir de manière plus créative, différemment. Je parle là à la fois des gouvernements et de la société civile. Et même si cette discussion sur la protection sociale, même si elle n'est pas simple, cette discussion doit faire partie de cette volonté qui est la nôtre et de cette nécessité, je crois, pour tous de réfléchir à ces questions de manière un peu créative, nouvelle et différente. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie de passer d'un système basé sur l'assistance à un système basé sur la solidarité. Je suis donc très heureux du panel qui a été donc composé. Je crois que nous avons réuni ici, au sein de ce panel, des interlocuteurs de grande qualité, puisque nous avons des représentants du monde académique, des représentants également de 2 pays au niveau administratif qui représentent effectivement, qui vont nous présenter des situations où créer un système de protection sociale est difficile. Un pays qui reçoit de l'aide, l'Ouganda. Un pays donc très vulnérable. Et pour un pays comme l'Ouganda, le problème est double, puisque ce pays doit mettre en place un système de protection sociale, ce qui est difficile, et en même temps utiliser cette tentative, cette volonté de créer un système de protection sociale pour faire intervenir davantage et attirer toute une série de bailleurs de manière à pouvoir à terme mettre en place un système qui sera efficace pour aider tous ceux qui font face à la crise dans ce pays. Ensuite, un pays qui est représenté ici, la Suède, qui est un pays stable évidemment, qui est un pays qui est puissant par rapport à un autre pays voisin comme l'Ukraine, qui là aussi fait face à de nombreux déplacés et qui essaie évidemment, comme j'ai dit, de passer de ce système d'assistance à ce système de solidarité. Donc toute une série d'intervenants de grande qualité. Et en plus de cela, nous avons, et ce sera notre première oratrice, nous avons décidé de donner la parole également à ceux qui vivent ces situations. Une personne qui n'a ni responsabilité ministérielle, qui ne représente pas le monde universitaire, qui n'est pas représentante d'un acteur opérationnel, mais quelqu'un qui représente justement, je dirais, la population la plus importante pour nous, c'est-à-dire les bénéficiaires. Et je
Je ne sais pas si vous avez cette impression. J'ai parfois l'impression que trop souvent, nous perdons de vue justement les bénéficiaires. Nous sommes tous, je crois, dans une situation où notre responsabilité ultime, eh bien, elle se situe par rapport aux bénéficiaires. Et je crois qu'il était bon de donner la parole à une bénéficiaire pour ouvrir, entre guillemets, ce panel et cette réflexion. Avant de donner la parole à Judith, quelques commentaires concrets. Pas de photos, s'il vous plaît, pendant ce panel. Et ensuite, des questions qui ne seront prises que par écrit. Donc, si vous avez des questions, veuillez, s'il vous plaît, je crois que des fiches ont été distribuées un peu partout dans la salle. Veuillez, s'il vous plaît, utiliser donc, ces fiches. Donc, notez la question. Elle sera elles seront toutes reprises, recueillies par nos assistantes, ce qui permettra d'avoir un débat un peu plus organisé. Merci beaucoup donc à tous et à toutes d'être ici avec nous ce matin. Et je cède tout de suite la parole à Judith. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Je suis donc Judith, réfugiée du Rwanda depuis 2 ans. Après donc un long voyage et un voyage dangereux, j'ai à plusieurs reprises pendant ce voyage regretté parfois ma décision de quitter mon pays. Et j'ai pensé souvent qu'il aurait peut-être été plus simple de mourir chez moi plutôt que d'être loin de mes proches et de ma famille. Ma vie était une vie normale, heureuse. J'avais étudié, donc j'ai un diplôme de communication obtenu à l'université. J'avais une vie normale, des rêves, des espoirs. Et tous ces rêves et ces espoirs eh bien, ont disparu lorsque je suis devenu réfugié, c'est-à-dire lorsque je suis tombé dans cette situation où je me sentais en situation de risque. J'ai eu malheureusement à être témoin de l'assassinat de plusieurs personnes dans ma communauté, donc je me suis senti en danger. J'ai décidé de quitter donc ma communauté, de me réfugier ailleurs. Je n'avais jamais imaginé être dans cette situation. Et la décision a été finalement assez facile à prendre parce que ma famille était certaine et convaincue que j'étais sur la liste de ceux qui allaient être assassinés. Et j'ai donc décidé donc, de quitter le Rwanda pour la Turquie. Je suis arrivé à Istanbul en été 2015, après avoir emprunté beaucoup d'argent à mes parents. Je n'avais donc à l'époque plus aucun contact ni avec ma famille ni avec ma fille. Et j'ai très vite compris qu'en tant que réfugié, je ne serais pas capable ni de travailler ni de me déplacer librement en Turquie. J'ai compris que je n'avais plus le contrôle de ma vie, que je n'avais plus la possibilité donc, de vivre, de travailler. Un groupe donc, d'hommes syriens m'a aidé à ensuite quitter donc, ma situation difficile en Turquie pour passer en Grèce. Donc j'ai décidé de payer ce qu'il fallait payer pour pouvoir faire cette traversée dangereuse avec juste quelques vêtements. Nous avons pris un bus jusqu'à la côte. Nous avons dû payer la police pour que le bus puisse transiter sans problème jusqu'à la côte. Après 8 heures, nous sommes arrivés. C'est la première fois d'ailleurs que je voyais la mer. Et tous les Syriens qui étaient avec moi avaient des vestes de sauvetage, je n'avais rien. Je me suis senti évidemment extrêmement en danger. Nous étions 45 sur le bateau, sans compter les enfants.
Les passeurs donc, nous ont entassés à bord du bateau en nous frappant, en nous insultant, en nous poussant. J'étais évidemment terrorisé. Il était ce jour-là 5 heures du matin, très tôt. Le bateau est parti, a commencé à prendre l'eau. J'ai perdu le petit bagage que j'avais préparé. Mon téléphone également était dans mon sac. Et donc se sont retrouvés au fond de la mer. J'étais persuadé que j'allais mourir. J'ai pensé donc à ma famille, à mes enfants, en me disant ils ne sauront jamais ce qu'il est advenu de moi. Je n'aurai aucune tombe, je serai noyé au fond de la mer. J'ai pensé que mon fils allait également disparaître. Et je me suis dit, je n'aurais même pas, sans mon téléphone, la possibilité d'envoyer un dernier message à mes proches ou un message d'amour, un dernier message. Nous sommes donc restés en mer pendant 1 heure, donc en train de prendre l'eau. Le moteur a ensuite lâché au bout d'1 heure. De plus en plus de gens se sont sentis évidemment sur le point de mourir. Heureusement, quelqu'un a réussi à réparer le bateau, le moteur en tout cas. Nous avons poursuivi le voyage, nous sommes rapprochés de la Grèce, mais le bateau a percuté ensuite un rocher et donc s'est retourné. Heureusement, nous sommes parvenus à nager plus ou moins tant bien que mal jusqu'à la côte. Et évidemment, nous étions tous très heureux d'avoir survécu. Et après, donc, cette épreuve, j'ai cru être en sécurité. Mais lorsque j'ai essayé ensuite d'obtenir mes papiers, je me suis rendu compte à nouveau qu'il y avait là une foule énorme agglutinée en face à la porte du bâtiment administratif. La police protégeait le bâtiment pour empêcher les gens d'entrer. J'ai été poussé vers l'avant, vers l'arrière. Et j'ai cru à nouveau mourir étouffé par toutes ces personnes qui étaient là. Il faisait extrêmement chaud, très bruyant. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Ma famille n'avait toujours pas reçu évidemment de nouvelles depuis quelque temps. Et j'étais extrêmement stressé en pensant à la peur qui devait régner chez eux. Heureusement, entre réfugiés, nous nous sommes soutenus. Nous avons essayé ensemble, issus de toute une série de pays, même des pays dont je n'avais jamais entendu parler avant. Nous sommes restés ensemble. J'ai vu des visages d'autres Africains que je ne connaissais évidemment pas, que je n'avais jamais vus. J'ai vu des Croates. Nous sommes passés par la Croatie, l'Autriche, la Macédoine. Et puis nous sommes arrivés finalement, après ce long voyage, en Allemagne. Il y a beaucoup de réfugiés en Allemagne et beaucoup de Syriens notamment en Allemagne. Alors nous avons dû poursuivre notre périple à travers la région. Nous avons dû trouver un endroit où il y avait moins de réfugiés. Et puis nous sommes arrivés en Belgique au mois d'octobre. Nous sommes arrivés à 4 heures du matin à la gare du Midi. Nous avons été reçus et accueillis par la Croix-Rouge. J'avais froid, j'étais fatiguée, je n'avais pas de veste ni de manteau, mais ils m'ont donné un peu de pain, des boissons et ils m'ont fourni également quelques vêtements. Je n'ai pas pu dormir, beaucoup, j'ai quand même pu me doucher et j'ai été bien traitée. C'était une véritable renaissance pour moi. J'avais le sentiment que c'était une nouvelle naissance. Après plusieurs mois, j'ai pu m'organiser et obtenir mes documents en qualité de réfugié. Ensuite, grâce à une organisation bruxelloise qui s'appelle Conviviel, j'ai pu obtenir un logement. Et j'ai pu commencer l'achat de toute une série de mobilier, de vêtements, l'achat d'une télévision. On m'a expliqué comment utiliser le métro, comment me déplacer en tram,
en bus et on m'a expliqué comment fonctionnait la ville de Bruxelles. Et j'ai reçu de leur part une centaine d'euros pour pouvoir m'acheter un téléphone. J'ai pu prendre contact avec ma famille. Et la première fois qu'on a entendu ma voix, que mon papa a entendu ma voix, il a pleuré. Il a vraiment pleuré parce qu'il était persuadé que j'étais malheureusement morte lors de ce périple. Après cela, j'ai commencé à suivre une formation. J'ai suivi des cours d'intégration. Et un jour, on m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. On m'a dit « Maintenant, tu es en sécurité ». Maintenant, tu vas pouvoir réaliser tous les rêves que tu as toujours eus dans la vie. Et cette phrase a été en quelque sorte une lumière dans la nuit pour moi. Ça a vraiment été le déclic et la clé de la réussite pour la suite. Je mène ma vie au jour le jour. Maintenant, j'ai pu décrocher un emploi. Je suis des cours de français et j'espère qu'un jour je pourrai reprendre mes études. J'espère qu'un jour je pourrai faire venir ma fille ici en Belgique, vivre avec elle. Et j'espère qu'elle n'aura pas à suivre le périple que moi j'ai suivi, qu'elle ne devra pas endurer le voyage que j'ai dû subir. Je vous remercie de votre attention. Judith, what can Bien, Judith, je pense que malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose et je voudrais vous remercier du fond du cœur, vraiment, d'avoir partagé ce témoignage avec nous et d'avoir accepté d'être présent parmi nous aujourd'hui. C'est incroyable. Nous avons beaucoup entendu de récits tels que celui-là, mais nous rencontrons très peu souvent des personnes qui ont dû traverser ce que vous avez traversé. Vous êtes une survivante. Ça, c'est une certitude. Vous êtes une survivante. Et même si je sais que cela a dû être très difficile et émouvant pour vous de partager ce vécu, je voudrais vous remercier au nom de chacune et chacun d'entre nous. Je voudrais vous remercier de l'effort colossal que vous avez consenti en partageant avec nous ce témoignage. Alors, je vais vous libérer, je vais vous laisser prendre une petite pause, mais peut-être voudrais-je vous poser au préalable une question. À la fin de votre présentation, vous nous avez dit que c'était une renaissance pour vous que d'avoir été accueilli. Comment envisagez-vous l'avenir? Comment percevez-vous les années à venir? Quelles sont vos attentes? Quels sont vos souhaits? Quels sont vos rêves? Parce que je suis persuadée que des survivantes telles que vous sont tout à fait capables de réaliser leurs souhaits, de concrétiser leurs rêves. Bien. Au cours des prochaines années, je voudrais pouvoir reprendre des études. Je voudrais aussi pouvoir faire en sorte que ma petite fille me rejoigne, que mon bébé puisse venir vivre ici avec moi. C'est vraiment mon souhait le plus cher. Et nous allons prier pour que cela soit réalité et que ce rêve se traduise dans la réalité. Merci beaucoup. Bien. Je pense que maintenant nous savons toutes et tous pourquoi nous sommes présents ici aujourd'hui. Madame la ministre, je vais à présent vous céder la parole. Vous êtes la première oratrice de cette matinée. Donc vous occupez de développement social, vous occupez également de la jeunesse et des affaires afférentes à l'enfance, de la question du genre et du travail. Vous représentez l'Ouganda et je voudrais vous poser une question parce que, bien entendu, les femmes ne devraient pas avoir le monopole de la parole en ce qui concerne la question du genre. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est important que l'on cite le fait que vous êtes chargé des questions afférentes au genre parce que nous avons parlé de réseaux de protection sociale, nous avons parlé de protection en matière de personnes déplacées. Et il y a toujours une dimension de genre qui est rattachée à ces questions. Et le rôle fondamental que les mamans, les femmes, les sœurs, les mères peuvent jouer dans le cadre des défis dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, eu égard à ce rôle, je pense que la thématique du genre va probablement transcender beaucoup de débats que nous allons avoir dans les années à venir et je pense que c'est tout à fait positif et c'est pour cela que je suis d'autant plus heureux de vous céder la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, chers collègues, c'est
un privilège pour moi d'être présente parmi vous ce matin et je vous le signale en toute humilité. Donc, comme cela vient d'être signalé, je viens d'Ouganda et je suis fière d'être présente parmi vous aujourd'hui afin de discuter de cette thématique ô combien importante. Je suis tout particulièrement heureuse de parler de protection sociale dans un contexte de fragilité et de déplacement forcé, puisqu'il s'agit du thème de cette conférence internationale. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'Ouganda a le taux de réfugiés le plus important à travers le monde. Et c'est un taux qui est en croissance. Nous avons 1 million de réfugiés. Nous accueillons 1 million de réfugiés du Sud-Soudan, donc 1 million de réfugiés au total à l'heure où je vous parle. Et 61% de ces réfugiés que nous accueillons en Ouganda sont des enfants. Et comme vous le savez, cela a été précisé par le modérateur, je suis le ministre chargé de la jeunesse et de l'enfance. Et 58% des personnes en Ouganda sont des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans. Donc il est important de se dire que nous avons une politique ouverte vis-à-vis des réfugiés. Nous leur ouvrons grand les portes de notre pays. Comme je vous l'ai dit, nous sommes un pays d'accueil, une terre d'accueil pour ces réfugiés. Il faut se dire que nous avons un sommet qui s'est tenu en Ouganda il y a quelques semaines et qui était consacré à la thématique des réfugiés. Et il est important pour nous d'établir effectivement un système de protection sociale commun, applicable à l'ensemble des familles et des enfants, y compris les familles de réfugiés et les enfants réfugiés. Nous avons beaucoup planché sur cette question et nous avons bien entendu une vision sur le long terme qui s'étalera sur les 25 prochaines années puisque nous voudrions pouvoir englober dans ce système l'ensemble des familles avec enfants. Donc ce système innovant que nous entendons mettre sur pied va bien entendu recevoir des fonds de multiples sources, que ce soit au niveau national ou international, et nous voudrions que ce système reste bien entendu pérenne. Nous voudrions avoir une approche préventive, mais une approche pérenne également, afin de pouvoir prendre en considération toute une série de paramètres tels que par exemple l'insécurité. Nous avons 4 camps de réfugiés, 4 camps principaux, mais malheureusement, sévit un phénomène d'insécurité dans ces camps. Beaucoup de personnes sont parfois en conflit avec les communautés hôtes aux alentours. Et ces luttes, ces bagarres ont créé un véritable phénomène d'insécurité dans le pays. Nous sommes également confrontés au changement climatique, ce qui touche bien entendu la population locale. Et ceci fait en sorte que nous sommes confrontés à de sérieuses difficultés dans l'accueil des réfugiés. Nous voudrions que ce dispositif que nous entendons mettre en place permette de créer un nœud central qui nous permette de dispenser de l'aide humanitaire, créer un phénomène de résilience, permettre aux familles de faire face aux crises et aux différents désastres qui pourraient survenir, aux différentes difficultés qui pourraient survenir sur le plan climatique. Et nous voudrions que ce dispositif s'adresse à tout un chacun, en particulier aux enfants. La protection sociale est véritablement une stratégie phare, une stratégie clé qui devrait nous permettre de répondre au décrochage scolaire et qui devrait, en sus de cela, nous permettre de créer des relations intergénérationnelles et de briser le cercle de la pauvreté ou le cercle vicieux de la pauvreté. Beaucoup de personnes, comme nous avons pu l'identifier, vivent dans la plus grande pauvreté, dans le plus grand dénuement et n'ont pas accès aux services en matière de nutrition, d'éducation, de santé. En plus de cela, 48% des jeunes de moins de 18 ans sont également confrontés à ce phénomène de la pauvreté. Et c'est pour cette raison que nous voudrions pouvoir proposer un véritable service d'éducation. Et ceci nous avons commencé à le mettre en place et nous avons pu démontrer les résultats. Nous avons développé un système de bourse avec un montant de $6 par semaine, toute une série de personnes qui vivaient dans une cinquantaine de départements répartis à travers tout le pays. Et ces personnes qui ont reçu cette bourse, qui ont reçu ce montant, ont pu bien entendu s'inscrire dans les écoles. On a triplé le niveau d'inscription. On a doublé le nombre de personnes qui peuvent recevoir plus de 2 repas par jour ou s'alimenter au moins 2 reprises par jour. Nous avons pu accroître le taux d'emploi également et nous avons pu multiplier par 4 le salaire médian. Nous avons également réalisé toute une série de micro-simulations au niveau des dispositifs de protection sociale à l'avenir
ce qui devrait nous permettre d'obtenir également des bourses pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées et ensuite un dispositif d'assurance et puis finalement un dispositif d'aide à la petite enfance. Grâce à ce dispositif, les résultats ont démontré que la plupart de ces mesures ont accéléré bien entendu le développement socio-économique de l'Ouganda et ont un impact non négligeable et tout particulièrement la bourse octroyée à la petite enfance. C'est là que nous avons pu voir l'impact le plus saillant. Alors, toujours en ce qui concerne ce dispositif de bourse que nous octroyons, nous avons donné, donc je vous le disais, $6 par semaine par famille, en particulier aux familles qui avaient des enfants âgés de moins de 2 ans. Et là, nous avons pu réduire le taux de pauvreté à concurrence de 28%. Et nous avons de bonnes raisons de croire que ce taux pourrait être plus élevé encore et pourrait atteindre quelques 50% dans un avenir relativement proche. Parallèlement à cela, nous avons pu diminuer le niveau de pauvreté expérimenté par les enfants à concurrence de 2%. Nous sommes occupés pour l'instant à établir, à développer un système pérenne en matière financière pour pouvoir décerner de nouvelles bourses et de nouvelles allocations aux enfants et aux familles. Nous avons un fonds qui va pouvoir bénéficier de financements de sources multiples, comme par exemple notre budget national, d'une part, le secteur privé ougandais, ainsi que les dispositifs de financement. Ensuite, toute une série de partenaires et de fondations et d'organisations philanthropiques se sont portés volontaires pour alimenter ce fonds, ainsi que toute une série d'investisseurs susceptibles d'avoir un impact sur le plan social. Nous aurons besoin de 2,6 milliards de dollars au niveau de ce fonds pour pouvoir pérenniser ce dispositif d'allocation destiné aux enfants. Nous essayons bien entendu de développer plus en avant ce système de bourse ou d'allocation et à l'heure actuelle, nous sommes quasiment certains que nous pourrons atteindre les objectifs ou une partie des objectifs l'année prochaine. Un projet pilote est censé démarrer dans une région située dans la partie nord du pays où nous avons énormément d'enfants qui vivent en deçà du seuil de pauvreté et qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins les plus fondamentaux. Nous avons également 1 million de réfugiés qui sont arrivés dans cette région en provenance du Soudan. Et nous en avons de plus en plus qui arrivent dans notre pays. Monsieur le Président, Monsieur le Modérateur, je voudrais vous remercier de votre écoute attentive et je voudrais que vous nous aidiez à continuer à construire ce modèle que nous appelons de nos voeux pour pouvoir disposer d'un dispositif fiable et de pouvoir octroyer un maximum d'allocations à tous ces enfants et s'assurer surtout qu'aucun de ces enfants ne figure parmi les laissés pour compte de notre société. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et je dois vous dire que j'ai été très impressionnée à l'écoute de votre présentation par le plan qui a été concocté par votre gouvernement. Vous avez ciblé, bien entendu, différentes catégories de la population et pas exclusivement des enfants, ainsi que des citoyens plus âgés, mais vous avez également parlé des personnes en situation de handicap. Et je pense qu'aujourd'hui ou demain, nous y reviendrons dans notre discussion. Et vous avez également des mesures qui ont été effectuées en matière d'impact de ces mesures. Et je pense que même de ce côté du monde, certains investissements sociaux, et nous devons le réaliser, sont essentiels en matière de développement. Et c'est un message que nous devrons garder à l'esprit dans l'ensemble de nos débats. Vous avez parlé également de différents financements, des organisations philanthropiques, ainsi que des investisseurs du secteur social, des investisseurs du secteur privé. Et j'espère que chacune et chacun d'entre nous aura la possibilité, lors des différents panels qui auront lieu cet après-midi, que chacune et chacun aura l'opportunité de revenir sur des dispositifs similaires susceptibles de nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et vous avez parlé de ces plans d'urgence que vous avez concoctés. Et il faut garder, bien entendu, une vision sur le long terme à l'esprit, notamment dans ce type de dispositif. Alors, je voudrais sans plus attendre céder la parole à Madame Oleksandra Shurkina, qui est ministre de la politique sociale pour l'intégration européenne, ministre de la politique sociale en Ukraine.
Et il y a 3 ans, on nous avait dit qu'il y aurait des interventions dans le secteur humanitaire en Ukraine. Nous ne l'aurions peut-être pas cru et je crois que vous êtes également de votre côté confrontés à des défis de taille et nous sommes à vos côtés. Je pense que mardi prochain, je vais me rendre à Kiev avec toute une série de collègues où nous allons entamer pour parler des négociations avec votre gouvernement et vos autorités locales afin de voir quel est le type de programme que vous entendez mettre sur pied, celui d'ailleurs que vous allez nous présenter pas plus tard que ce matin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je suis honorée et heureuse d'être présente parmi vous aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour moi que de vous présenter la perspective ukrainienne. Et comme vous pouvez le constater, ce qui va se dire ici va être le suivi, me semble-t-il, de tout ce qui a déjà été précisé depuis le début de cette session de la matinée. Alors, ma présentation va être scindée en 6 parties. Je vais vous parler de caractéristiques phares au niveau du système existant. Je vais vous parler des tendances récentes, des défis et des opportunités, des conflits qui se prolongent, des défis prolongés, des acquis jusqu'à présent, de la marche à suivre pour l'avenir et de notre vision et de la façon dont nous entendons traduire tout cela dans la réalité. Donc, ceci pour les 6 parties de ma présentation. Le système ukrainien de protection sociale est susceptible et est censé, voire même contraint, de faire face à toute une série de nouveaux défis ou de défis plus anciens, et ce, lors de périodes ou de circonstances qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Alors, j'ai parlé ici sur ce transparent de toute une série de promesses qui se sont accumulées. Alors, de quoi s'agit-il précisément? Comment pourrais-je vous présenter cela? Nous devons nous souvenir que le système de protection sociale a été hérité de l'ancienne Union soviétique. Donc, les caractéristiques de ce dispositif sont similaires à celles qui existent dans d'autres pays de l'ancienne URSS, en termes de pension, de prise en charge institutionnelle, de santé. Et il faut se dire que ce niveau n'a jamais pu atteindre le niveau le plus fondamental, à savoir les communautés rurales. Alors, il faut se dire que depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, les dispositifs administratifs et normatifs en matière de protection sociale qui sont fondés sur la reconnaissance de l'éligibilité de certaines catégories de la population fait partie intégrante des caractéristiques qu'il convient de prendre en considération. Et nous avons également une introduction fragmentée d'éléments modernes tels que la protection sociale, le travail social, les systèmes de placement des enfants, etc. Alors, il semblerait que c'est en 2004 que certaines opportunités aient véritablement vu le jour et étaient malheureusement peu suivi d'effets, notamment en ce qui concerne des réformes et les opportunités offertes par cette réforme. Alors, en ce qui concerne les nouveaux défis, nous avons des populations déplacées, un phénomène de pauvreté croissante, et je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous n'avons pas une possibilité véritablement d'atteindre un niveau d'efficacité et d'efficience, tout simplement parce que les promesses qui ont été faites ne sont à la hauteur des possibilités, c'est-à-dire que tout ce qui a été promis me semble difficilement réalisable. Je voudrais à présent, comme je vous le disais il y a quelques instants, revenir sur les nouveaux défis, les défis émergents, et je voudrais vous proposer une série de chiffres. En termes de population déplacée en interne, nous avons 1,5 million de personnes. Nous avons un phénomène de pauvreté accru. Nous avons également un déséquilibre patent en matière de fonds de pension. Nous avons une efficacité du dispositif de transfert de fonds et de subventions en termes d'énergie. Nous avons des privilèges qui ne sont pas financés. Nous avons un système d'emploi au noir et nous avons des catégories qui sont de plus en plus vulnérables. Nous avons par exemple des familles avec enfants qui figurent parmi les populations les plus vulnérables, notamment en termes de pauvreté. Et en ce qui concerne la structure des revenus des ménages, les revenus sociaux constituent quelque 35%, ce qui n'est pas du tout positif, comme vous pouvez vous en douter. Alors ici, je voudrais à présent aborder la thématique des conflits. Alors il est vrai que les conflits révèlent également certaines faiblesses d'ordre systémique.
Alors, les défis auxquels nous nous heurtons sont les suivants. Les communautés hôtes n'ont souvent pas suffisamment de capacités, de ressources et de moyens à disposition que pour répondre aux besoins. Les services n'étaient pas véritablement prêts à faire face à un tel niveau de demande. L'accès physique aux services est déficient. Donc, il faut bien entendu croiser, si je puis dire, les différents numéros de contact. En ce qui concerne les cas d'exclusion sociale, nous sommes confrontés véritablement à des difficultés en la matière, notamment au niveau des communautés hôtes qui excluent certaines personnes et les possibilités d'emploi ne sont pas toujours énormes. Quels sont les progrès engrangés jusqu'à présent et quelles sont les étapes transitoires qui vont nous permettre de répondre aux questions les plus pressantes? Depuis le début de sa crise, on a essayé de faire en sorte que les populations affectées par des conflits puissent être prises en charge. Nous avons toute une série de programmes qui ont été mises en œuvre et qui ont fait l'objet de certains ajustements. Il est important de savoir que notre réponse en matière de protection sociale de personnes déplacées et autres a été intégrée dans les programmes de protection sociale ordinaires, avec toute une série d'ajustements, de privilèges et d'accès prioritaire à ces services. En ce qui concerne les transferts de liquidités spécifiques, nous avons un montant qui a été alloué et qui représente 10% du dispositif d'aide sociale et des allocations sociales. Nous avons un système de logement qui couvre 50% des coûts des appartements et des maisons. Et donc tout ceci est couvert par le budget de l'État et cela permet à certaines personnes déplacées, réfugiées, d'avoir accès à un logement. Mais je voudrais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, faire une analyse rapide des récents développements. Le principal élément serait de simplifier l'accès des personnes concernées et d'éviter, par exemple, une accumulation des dettes au niveau des personnes concernées. Si, par exemple, une personne ne reçoit pas sa pension pendant un certain laps de temps, eh bien, une fois que cette personne a accès au service, le gouvernement apure l'ensemble des dettes. Alors, il y a également des points très importants sur lesquels je voudrais attirer votre attention, des acquis que nous avons pu obtenir. Nous essayons bien entendu de travailler en matière de développement, en matière d'aide humanitaire et nous avons démarré ce type d'activité en 2014. Des individus et des groupes d'individus ont pu dégager une véritable aide à l'attention des personnes réfugiées et des personnes déplacées à l'échelon international. Alors voici quelques données. Le premier diagramme montre que le nombre de personnes inscrites a diminué. Et je voudrais que vous vous concentriez sur le fait que ce nombre d'inscriptions en diminution n'a rien à voir avec les chiffres réels, puisqu'il s'agit de chiffres émanant du ministère des Affaires sociales. Mais je voudrais que nous fassions peut-être quelques hypothèses par rapport à la diminution des chiffres. Je pense que le chiffre a diminué tout simplement parce que certaines personnes déplacées ont quitté le pays. Petit b, je pense qu'il y a probablement une meilleure gestion de la situation au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'après toute une série de vérifications, nous avons pu faire diminuer ces chiffres. Et la dernière hypothèse démontrée par ces chiffres, c'est qu'il y a une tendance à une certaine forme de stabilisation. Et nous avons pu le voir à partir de 2016 jusqu'au mois d'avril 2017. Donc vous voyez qu'il y a une certaine stabilisation de la situation. Alors en ce qui concerne le deuxième diagramme, il représente les régions qui ont accueilli une majorité de personnes déplacées. Donc vous pouvez voir quelle est la région qui a accueilli le plus grand nombre de personnes. C'est une région qui jouxte la frontière et nous espérons bien entendu que nous pensons que beaucoup de personnes restent dans cette région tout simplement parce qu'ils ont l'espoir de pouvoir regagner leur pays un jour. Alors nous avons pu améliorer donc, dans le premier diagramme, nous avons vu une diminution du nombre de personnes déplacées enregistrées, mais le nombre de familles qui ont bénéficié des transferts de fonds spécifiques a augmenté.
Alors, à partir de cela, que pouvons-nous tirer comme conclusion? Et je voudrais également partager avec vous ce vers quoi nous souhaiterions tendre à l'avenir. Alors, nous pensons tout d'abord qu'il faut aboutir à un dispositif de protection sociale qui soit intégré. Ça, c'est véritablement notre vision pour l'avenir. Et nous pensons que 4 principes de base devraient sous-tendre ce dispositif, à savoir tout d'abord la solidarité, la subsidiarité, ensuite l'inclusion et l'intégration des services. Et je pense qu'il a été très positif d'entendre de votre bouche la nécessité d'avoir effectivement des transferts en matière de solidarité. Alors, je voudrais vous expliquer également quelle est notre philosophie en revenant sur les 2 principes de base, les 2 principes fondamentaux. En matière de relations interpersonnelles, nous ne pouvons pas nous fonder sur un système individuel ou sur des formules mathématiques. Au contraire, nous devrions avoir un dispositif qui assume pleinement une approche basée sur la solidarité entre l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le secteur social. Alors le terme subsidiarité vient du terme latin subsidium afferre, qui signifie aider. Mais ici, nous parlons d'aider autrui d'une façon tout à fait particulière, à savoir dans le sens de responsabiliser, d'autonomiser les personnes, de donner aux bénéficiaires la possibilité de développer leurs capacités, leurs compétences, en entreprenant toute une série d'initiatives qui vont permettre de dépasser, de transcender la capacité de chaque individu. Alors, en ce qui concerne les éléments clés au niveau du modèle méta-européen, nous voudrions une intégration à l'échelon individuel, une intégration au niveau des services et une intégration en ce qui concerne la gestion des finances publiques, une intégration au niveau de la gestion des données, une intégration sur le plan physique ainsi qu'une intégration au niveau des politiques et des programmes. Le rôle du gouvernement central restera bien entendu important, en particulier sur le plan politique. Mais les gouvernements locaux deviennent des acteurs de plus en plus importants dans ce système intégré, de sorte que la réforme actuelle de décentralisation qui est menée à bien actuellement en Ukraine constitue une opportunité unique. Alors, les objectifs de la décentralisation et des réformes dépendent dans une large mesure de la capacité des gouvernements locaux à développer des systèmes de protection sociale renforcés. Alors nous avons également le sentiment que ce système nous aidera de manière beaucoup plus efficace et effective à aborder le spectre complet des problématiques en matière de protection sociale, que ce soit les anciennes problématiques, celles qui existent d'ores et déjà et celles qui pourraient survenir à l'avenir. Mais nous n'appliquons pas ici la loi de la balle en argent, la fameuse silver bullet dont vous avez déjà dû entendre parler. Alors je voudrais vous donner un exemple de gestion de cas en matière de nœuds de développement humanitaire. C'est un système en ligne qui nous permet de faire en sorte que tous les formulaires fassent partie intégrante d'un dispositif informatique. Alors le contexte importe beaucoup, bien entendu, dans ce cas de figure. Nous savons qu'il y a toute une série d'autres processus qui sont en cours de déploiement dans le pays. Nous avons des turbulences politiques, nous avons une certaine instabilité macroéconomique, nous avons des réformes et un phénomène de décentralisation territoriale qui est en cours de déploiement pour l'instant, et toute une série de réformes dans le secteur social, réformes qui sont en cours de développement pour l'instant, que ce soit dans le secteur de la santé et de l'éducation. Mais peut-être serait-il positif que cette réforme ait été menée à bien avec un R minuscule. Quid de la possibilité pour cette réforme d'être menée à bien avec un R majuscule au cours de la deuxième moitié de l'année 2018. Alors comment traduire tout cela dans les faits et dans la réalité? Tout d'abord, en ce qui concerne la partie est de l'Ukraine, pourrait accélérer le programme de réforme en matière de protection sociale en tirant toute une série de leçons de l'expérience humanitaire. Alors j'ai beaucoup visité de régions diverses et variées, et ce avant et après le conflit. Et nous avons effectivement besoin de programmes de développement. Nous avons besoin de pouvoir bénéficier de l'expérience humanitaire d'autrui. B, nous avons besoin de privilégier la gestion du changement, à savoir tout changement, qu'il s'agisse de l'innovation, qu'il s'agisse des technologies ou qu'il s'agisse des traditions.
Et généralement, nous avons souvent tendance à privilégier le volet technologique. Et sachez-le, l'Ukraine n'est pas ou ne fait pas exception en la matière. Nous avons beaucoup de dispositifs qui ne s'appliquent pas aux traditions qui sont les nôtres. Alors, cette réforme pourrait être déployée sur un plan horizontal et petite d, le partenariat est quelque chose de très important. Et je pense que le partenariat, c'est bien plus qu'une stratégie, chers collègues. Et je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte ici pour remercier l'ensemble de nos partenaires, les institutions financières, les programmes européens, la grande famille des Nations Unies, la société civile et tous les autres partenaires qui nous ont aidés parce que non seulement ils soutiennent l'Ukraine, mais ils ont également organisé cet événement d'aujourd'hui, cette rencontre d'aujourd'hui. Voilà ce que je souhaitais vous dire et je vous remercie de votre attention. Alors, nous vous remercions du fond du cœur, Madame la Ministre, et en vous écoutant, je réfléchissais et je me suis dit qu'après tout, il était utile d'avoir deux pays représentés, vos deux pays représentés ici au panel, même si l'histoire est différente, même si vous venez de régions du monde complètement différentes, parce que ces deux pays ont été confrontés à des faiblesses systémiques et vous avez tous deux été touchés par une crise et un phénomène de déplacement. Et bien entendu, tout ceci est venu s'ajouter aux difficultés d'ordre systémique. Et vous êtes parvenu à utiliser cette crise pour pouvoir avancer. Et vous avez essayé de remédier à ces difficultés et à ces faiblesses systémiques grâce précisément à cette crise que vous avez traversée. Je voudrais vous remercier d'ailleurs d'avoir cité les bailleurs de fonds. Il est vrai que nous sommes encore loin du compte. Et en ce qui concerne la dimension humanitaire en Ukraine, c'est quelque chose dont on a parfois tendance à oublier les tenants et aboutissants, et vous avez très bien fait de le signaler. Et les 4 principes sur lesquels vous vous êtes attardés sont tout à fait fondamentaux. Et j'espère qu'au cours des heures et des minutes qui vont suivre, nous aurons la possibilité de revenir sur ces points. Alors, ceci me ramène à certaines de vos réflexions et je voudrais les resituer peut-être dans un contexte différent. J'ai le sentiment que ce que vous faites est assez similaire à ce que nous faisons du point de vue humanitaire en Grèce avec le programme Hestia, où nous avons un partenariat étroit avec le Haut-Commissariat aux réfugiés. Nous avons bien entendu des transferts de liquidités qui bénéficient directement aux réfugiés et nous avons également toute une série de stratégies de sortie qui ont été mises en œuvre pour transformer ce programme humanitaire en un programme qui pourrait s'intégrer parfaitement dans le dispositif de protection sociale grec. Et je pense que nous espérons pouvoir avoir un programme en fin de compte qui soit couronné de succès à ce niveau-là. Et je vous remercie pour ces éléments de réflexion que vous avez partagés avec nous et je voudrais sans plus attendre céder la parole au dernier orateur de ce panel. Goran, vous devez m'excuser, je ne sais pas pourquoi je vous ai présenté comme étant membre du secteur académique. Je n'entendais pas vous insulter, bien entendu, loin s'en faut. Vous êtes un représentant de la communauté des bailleurs de fonds. Vous occupez du département pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'aide humanitaire, l'assistance humanitaire au niveau du SIDA, donc la Swedish International Development Cooperation Agency. Vous êtes connu pour vos innovations, pour votre travail en matière de coopération au développement et c'est pour cette raison qu'en fin de panel, nous avons jugé opportun de vous inviter pour avoir le point de vue d'un bailleur de fonds aussi engagé que vous dans le développement de ce nouveau type d'outils afin de mettre en exergue les ressources dévolues au secteur du développement et de l'aide humanitaire. Merci. Merci de me donner la possibilité de participer juste avant le repas. C'est évidemment le pire moment pour prendre la parole, mais effectivement, je représente ici donc l'institution SIDA. Nous gérons donc toute une série d'interventions en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie également. Mon département donc est un département qui s'intéresse depuis longtemps à toutes ces questions et je dois admettre ici que je me situe peut-être au confluent des différentes personnes qui sont ici. J'ai participé, c'est vrai, pendant longtemps à la partie recherche en tant que chercheur académique.
Et je sais qu'il y a cette division traditionnelle entre la recherche d'une part et la politique d'autre part. Je suis un peu entre les deux maintenant. Et j'ai aussi passé une semaine dans le nord de l'Ouganda récemment pour préparer donc certaines activités. Et donc j'ai pu voir de près la réalité sur le terrain avec des groupes divers et variés représentant des communautés de réfugiés. J'ai parlé à beaucoup de personnes. C'est vrai que ça clarifie un peu l'esprit. Euh, et ça libère l'esprit, entre guillemets, de la lourdeur de certains rapports. Mais c'est vrai qu'en rencontrant tous ces groupes pour parler justement de l'utilité des fonds qui sont envoyés, de l'aide financière, euh, j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont choisi justement, plutôt que de recevoir des coupons pour obtenir de la nourriture, de recevoir de l'argent. L'histoire bon, que j'ai entendue là-bas est assez encourageante, parce qu'il semble qu'effectivement l'assistance financière en liquide donc, fonctionne, qu'il y a donc des marchés qui sont disponibles où vous pouvez utiliser cet argent pour acheter par exemple de la nourriture. J'ai posé la question des vols. On m'a dit non, non, les gens ne volent pas d'argent, les gens volent de la nourriture. Il vaut mieux avoir de l'argent en poche que de la nourriture, parce que les gens vous attaqueront pour vous voler votre nourriture, mais pas votre argent. J'ai demandé aussi si vous aviez un voisin et que ce voisin était confronté au même choix, doit-il, à votre avis, opter pour de l'argent ou une aide alimentaire? Et on m'a répondu, l'argent est la meilleure solution. Donc je crois que cela confirme un peu ce que nous pensons tous. Et ce qui est revenu systématiquement dans toutes les discussions, en tout cas en Ouganda, vous recevez 8 dollars par jour, pardon, par personne et par mois pendant 3 ans. Et puis l'aide retombe à 4 dollars par mois et par personne. Après 5 ans, le montant tombe à 0. Et évidemment, c'est ce que les gens justement regrettent beaucoup. C'est ce qui est ressorti de mes discussions. Alors, je n'ai pas ici pour objectif de critiquer qui que ce soit ou de vous faire ressentir la moindre culpabilité par rapport à cela. Je crois que c'est une situation qui montre tout simplement un problème de financement. En mai, un programme alimentaire a dû réduire de moitié les rations alimentaires. Et pourquoi? Parce que il est difficile de faire face à ces besoins au quotidien, également pour ceux qui proposent de l'aide. Et le système ougandais, qui consiste aussi à donner des opportunités d'emploi et l'accès à la terre, est assez unique, je crois. Je crois que c'est un système qui doit être certainement soutenu, sans doute répliqué ailleurs, parce qu'il permet à ceux qui bénéficient, entre guillemets, d'une aide financière, de l'investir dans une activité qui, à terme, permet de sortir de la pauvreté. Même si tout le monde n'aura pas l'occasion, en 3 ou 5 ans, de passer ce cap. Et je pense notamment, par exemple, aux personnes handicapées, notamment, qui n'auront jamais l'occasion de le faire. Et donc, je crois qu'il faut, c'est vrai, établir ce pont avec les idées qui ont été ici émises en matière donc, de nécessité de créer un système de protection sociale pour que ce système puisse être mis en place et couvre à la fois ces premières populations qui peuvent peut-être s'en sortir avec une aide ponctuelle et tous ceux qui n'auront pas l'occasion de s'en sortir. Ensuite, en ce qui concerne ce fossé entre la recherche et la politique, j'ai passé pas mal de temps donc à faire de la recherche, chez Innocenti notamment. Je crois qu'il faut faire davantage de recherche parce que la recherche est utile. Bon, et la recherche n'est pas uniquement destinée à prouver que l'argent liquide est plus efficace que la nourriture, par exemple. Il y a toute une série d'autres aspects qu'il faut
mieux comprendre dans les facteurs contextuels, les synergies, l'aspect plus des programmes Cash Plus, par exemple. Tous ces aspects-là doivent être objets de recherche, de beaucoup plus de recherche à mon avis. Les contextes communautaires posent aussi évidemment certaines difficultés aux chercheurs, je le comprends bien. Et les chercheurs nous disent qu'il y a des alternatives méthodologiques aux approches randomisées, par exemple, mais il y a moyen d'établir des ensembles donc, de données, de preuves de haute qualité. Des gens comme moi, dans ma position actuelle, devrions être attentifs à ce que les chercheurs nous proposent et reconnaissants peut-être d'avoir accès à toute une série de données qui nous permettent certainement à terme de combler ce fossé entre la recherche et la politique. Et nous devons également être patients parce que la recherche, ça prend du temps. Les chercheurs sont lents à produire des conclusions. Et ces conclusions, malheureusement, pour les politiques, ne sont pas toujours celles que les politiques entendent ou souhaitent entendre. En ce qui concerne ce fossé humanitaire qui existe dans mon département encore, c'est vrai que nous essayons d'en être davantage conscients. Il est clair que le développement à long terme doit se rapprocher des actions humanitaires à court terme. Je crois qu'il faut qu'il y ait davantage de coopération, davantage d'analyse du contexte entre ces deux types d'acteurs, ceux qui agissent à court et à long terme. Il y a de bons exemples, je crois, d'interventions en matière de protection sociale qui améliorent la résilience. Nous voyons des exemples également d'interventions humanitaires qui s'inscrivent dans la durée, et c'est une bonne chose. Mais je dois également admettre, ou confesser peut-être que tout ceci est très compliqué. Et c'est vrai qu'il existe, je dirais, des fossés entre nous, à la fois dans nos attitudes mentales, dans nos approches et dans nos principes. Les principes que les humanitaires, entre guillemets, considèrent comme essentiels et qui ne sont pas forcément aussi essentiels pour d'autres. Je crois donc qu'à long terme, la vision, la nécessaire vision de ce développement à long terme doit exister sans qu'elle n'aille à l'encontre, entre guillemets, de cette nécessaire action immédiate à court terme. Et ce rapprochement est nécessaire. J'espère que ce rapprochement aura lieu à terme, même si tout n'est pas encore parfait aujourd'hui. Je crois que nous nous rapprochons de cela. Et je crois donc que ce sont surtout ceux qui sont les tenants d'une vision à long terme des choses qui doivent s'adapter. Je crois que les acteurs qui font de l'humanitaire, eux, doivent rester, je dirais, proches et fidèles à cette approche à court terme. Faute de quoi, voilà, le rôle n'a plus la même pertinence. Et les autres doivent peut-être se rapprocher. En ce qui concerne maintenant, pour terminer, la Suède et le sida, notre engagement pris donc au sommet humanitaire international reste évidemment au cœur de notre approche. Nous sommes un peu impatients parce que les choses évoluent mais lentement. Nous voulons que le système des Nations Unies travaille davantage et fonctionne davantage comme un système cohérent, capable de réaliser sur le terrain ses engagements. Nous sommes aussi totalement conscients du fait que toutes les questions liées à la protection dans un contexte humanitaire ne peuvent pas être résolues par du liquide, entre guillemets, uniquement, et de l'argent. Et l'argent ne résoudra pas tout, mais voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de nous avoir montré que l'on peut survivre à une double schizophrénie simultanée. Et donc, merci d'avoir parlé de ces deux fossés. Je ne peux évidemment
qu'être d'accord avec ce que vous avez dit, notamment sur la question du financement, de l'argent. C'est vrai que l'argent qui est disponible est une goutte d'eau par rapport à l'océan des besoins et qu'il est intéressant et utile certainement de rassembler tous ces fonds. Et puis, ce qui me frappe toujours, c'est qu'il est extrêmement difficile pour les acteurs de l'humanitaire de penser à la sortie, entre guillemets, d'un pays ou d'une crise. Et je crois qu'il faut, dès lors qu'on intervient, également penser à la manière dont on sortira, entre guillemets, d'un pays ou d'une région. Et je crois qu'il est important de réfléchir non pas à une approche séquentielle, humanitaire d'abord et en termes de développement ensuite. Les deux aspects doivent être totalement simultanés peut-être. Et en tout cas, encore faut-il penser de cette manière-là. Et j'espère que nous pourrons le faire ici également. Ce qui m'amène donc à quasiment la fin de cette session. Il nous reste 10 minutes avant la pause déjeuner. Merci à nos orateurs. Nous allons prendre quelques questions. Des questions qui ne s'adresseront peut-être pas à Goran, qui étant le dernier orateur. Malheureusement, on va peut-être être moins la cible de certaines questions. Mais certaines questions ne sont pas forcément totalement sympathiques. Mais bon, je les lis. Si vous aviez su, avant le conflit, ce qui allait se passer, comment l'Ukraine aurait-elle pu faire évoluer ou anticiper en faisant évoluer son système de protection sociale pour mieux faire face à la crise que vous avez décrite? Est-ce que vous auriez dû anticiper les choses ou pu anticiper les choses? Merci pour la question. Intéressante. Qui donne matière à réflexion. Mais la crise que nous avons connue a été une crise inattendue. La situation n'était pas parfaite, mais la crise a été justement cela, une crise inattendue et relativement imprévisible. Je pense que si l'Ukraine avait donc mis en place les premiers éléments d'un système intégré de protection sociale, je parle là de 2010, 2008 peut-être. Si à ce moment-là, nous avions pu déjà mettre en place un système de protection sociale, nous aurions pu peut-être davantage aider ou mieux aider les déplacés internes et éviter peut-être en partie le problème de déplacés internes. Mais c'était une crise relativement impossible à anticiper pour nous. Madame la ministre, pardon, je passe cette question, j'y reviendrai par la suite. Je découvre les questions ici. 3 questions pour vous, Madame la ministre. Première question. Nous avons également nous avons cette politique de porte ouverte, comme l'Ouganda. Comment les partenaires qui travaillent avec vous peuvent-ils vous aider mieux qu'ils ne le font déjà, pour que les bénéficiaires puissent non seulement avoir accès donc, à toute une série de services, mais ce faisant, aider l'Ouganda, aider les populations. Comment les partenaires peuvent-ils donc vous aider, vous, à être plus efficaces dans l'intégration de ces personnes également? Question ensuite sur la manière dont vous gérez les ressources et dont vous les regroupez. Puisque vous faites, entre guillemets, du pooling de ressources. Est-ce que cela signifie que tous les fonds sont regroupés au sein, entre guillemets, d'une seule approche en termes de budget ou d'un seul budget? Vous avez des entrées de fonds, vous avez des dépenses. Comment gérez-vous ces flux financiers? Et comment équilibrez-vous vos entrées et vos dépenses? Et ensuite, est-ce que l'allocation familiale qui est payée aux enfants est également accessible aux réfugiés chez vous? C'est une question plus précise, celle-là.
Merci beaucoup. Merci pour ces questions. Je commencerai par la dernière question. Bon, je ne sais pas qui a posé les questions, mais bon, merci pour vos questions, qui que vous soyez. Donc la subvention ou l'allocation payée aux enfants est-elle accessible aux réfugiés et aux enfants des réfugiés? Donc notre politique par rapport aux réfugiés est très claire. Nous les considérons comme des quasi-citoyens et donc ils bénéficient totalement de ce genre de subvention. Nous avons aujourd'hui environ 1 million d'enfants réfugiés répartis un peu partout, à la fois dans les camps de réfugiés, dans des institutions d'accueil pour enfants et un peu partout. Ils sont donc bénéficiaires directs de tout cela et donc nous voulons qu'ils soient donc bénéficiaires de ce régime d'allocation familiale. Deuxième question. Comment les partenaires peuvent-ils nous aider dans ce nouveau modèle que nous essayons de comprendre? Eh bien, d'abord, il nous faut l'appui financier, davantage d'appui financier pour cette approche. Parce que nous n'avons pas malheureusement de partenaires qui puissent nous aider à financer ce programme. Nous avons des partenaires qui nous aident à différents niveaux, au niveau éducatif, au niveau alimentaire peut-être, mais nous devons bénéficier de fonds. Donc pour pérenniser et avoir davantage d'impact, nous avons besoin, je crois, justement, de fonds. L'UNICEF nous aide déjà au niveau des frontières, mais d'autres partenaires sont les bienvenus s'ils souhaitent nous aider donc, au niveau financier. Et ensuite, comment gérons-nous tous ces fonds? Eh bien, d'abord, nous avons des règlements très stricts. Toute aide financière, toute subvention passe par le budget central de l'État. Et les partenaires nous apportent également, bien sûr, leur aide en nature. Et nous produisons donc des états financiers trimestriels par le biais du ministère des Finances. Nous avons ensuite, au niveau plus décentralisé, des responsables réfugiés. Nous avons des comptables au niveau du ministère des Finances. Nous avons également un système de comptabilité au niveau des différentes régions, provinces et municipalités. Merci beaucoup. Question pour vous, madame. Sur votre dernier transparent, où vous passez de la réforme avec un petit r à la réforme avec un R majuscule, comment pensez-vous réaliser cela? Quels sont les facteurs qui vont vous permettre de concrétiser cette volonté et de transformer l'essai, entre guillemets? Première question. Autre question, un peu plus précise, mais très importante. La personne vous remercie ici d'avoir parlé de la gestion des cas et insiste sur l'aspect fondamental de l'aide sociale dans le système de protection sociale. Donc, les travailleurs sociaux, les assistants sociaux jouent un rôle clé selon cette personne. Comment donc envisagez-vous cette question? Merci beaucoup. Je commence par la première question. Passer de la réforme avec une minuscule à une réforme avec une majuscule, eh bien, je dirais que nous commençons par un travail avec les communautés locales, avec les municipalités locales. Nous avons mis en place des projets pilotes dans plusieurs communautés et nous devons maintenant amener tout cela au niveau national. Et c'est comme cela que nous allons pouvoir donc transformer le R minuscule en R majuscule. Merci également pour la question sur la gestion des cas et sur les travailleurs sociaux. C'est vrai que c'est crucial, je crois,
d'une vraie approche intégrée en matière de protection sociale. En Ukraine, nous avons donc, c'est vrai, cette approche qui consiste à considérer que les assistants sociaux, les travailleurs sociaux doivent gérer donc certains cas spécifiques, parce que nous ne pouvons pas fonctionner par le biais classique, entre guillemets, d'une approche généralisée. Donc nous sommes en train, nous, de former des travailleurs sociaux. Vous avez vu donc mon transparent sur Mariupol, où nous avons un projet informatique qui aura pour objectif de mettre en place un outil informatique qui aidera à la gestion des cas sociaux, entre guillemets. Les défis, quels sont-ils? Eh bien, le décalage entre les besoins de la population qui sont énormes et le nombre de travailleurs sociaux qui est très insuffisant encore pour y faire face. Et puis, je dirais que nous avons en 2014 dû réduire de 12 000 le nombre de travailleurs sociaux et nous sommes maintenant, avec le nouvel gouvernement, en train de recréer, entre guillemets, une population de travailleurs sociaux. Et puis, dernier point, quand je parle tout à l'heure d'approche décentralisée, nous avons une approche qui est maintenant une approche différente, puisque nous confions des responsabilités à la fois financières, mais également de gestion de cas sociaux à des acteurs locaux, donc en décentralisant davantage les choses. Nous avons un processus de budgétisation basé sur les performances, qui est une composante clé pour nous de l'approche et qui doit permettre de résoudre certains des problèmes de financement auxquels nous sommes confrontés encore. Merci beaucoup. Une question à vous, à votre attention, Goran. Quelle est la meilleure manière de réconcilier, entre guillemets, ou de réunir les trois dimensions dont vous parliez, la pratique sur le terrain, le développement politique et le financement? Je ne suis pas certain d'avoir une bonne réponse, ni même une mauvaise réponse. Ces trois cercles-là sont source de nombreuses frustrations parce que les priorités de ces trois cercles que vous venez de mentionner sont des priorités très différentes. Et lorsqu'on se retrouve entre ces trois cercles, face à des portes ouvertes, je dirais que c'est assez difficile. C'est vrai que les chercheurs, mais les praticiens ou les politiques ont tendance à travailler en silo, malheureusement, même s'il faut l'éviter. Mais je suis très heureux d'être ici, parce que je crois qu'une conférence comme celle-ci permet de réunir ces populations qui parfois sont malheureusement isolées. Voilà, je ne sais pas si cela répond à la question. C'est une très bonne réponse, merci beaucoup. Dernière question à nos deux ministres qui sont ici et qui vont vous permettre, je crois, de parfaitement résumer les choses. Quels sont pour vous les trois ingrédients clés qui permettent de mettre en place et de développer un système de protection sociale digne de ce nom et efficace en Ukraine et en Ouganda? On commence par l'Ukraine? Ou par l'Ouganda, pardon? Merci beaucoup. Je mentionnerai tout d'abord un facteur qui est la sécurité. Parce qu'il est très probable que les réfugiés aient quitté leur pays d'origine justement par crainte d'un manque de sécurité. Donc si des gens quittent une région parce qu'ils ont peur pour leur sécurité, il faut pouvoir leur assurer une certaine sécurité, notamment dans les camps. Ensuite, il y a une dimension de cash, entre guillemets. Les gens auxquels vous êtes confrontés n'ont pas les mêmes problématiques. Et donc, nous devons mettre en place des subventions financières en liquide qui vont permettre
aux situations dans les camps d'être similaires à celles qu'on trouve en dehors des camps. Moi, je mentionnerai d'abord la coopération intersectorielle. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons coopérer, à mon avis, entre ministères de la santé, de l'éducation et de la protection sociale. Et penser de manière unie, entre guillemets, de la même manière. Et puis travailler au niveau national, au niveau plus international également, parce que nous avons des réformes sectorielles chez nous. En Ukraine, il y en a eu 5. Et il faut tenir compte de ces aspects. Ensuite, il faut améliorer la capacité des communautés locales, de gestionnaires de cas locaux et de travailleurs sociaux qui vont travailler avec les populations et contribuer à faire face à leurs besoins. Et enfin, troisième élément, il y a le comportement humain qu'il faut faire évoluer. Je crois que nos populations doivent se comporter différemment par rapport au droit qui est le leur d'avoir accès à toute une série de services comme cela. Merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Je me permettrai d'ajouter un 4e élément clé qui a été mentionné notamment par Goran dans son intervention. C'est peut-être plus facile pour moi en tant que personne extérieure de dire cela. La vision est clé. Construire un réseau, un système de protection sociale, qu'il soit donc destiné à aider des populations locales ou des communautés étrangères, prend énormément de temps. On parle de décennies. Faute de disposer d'une vraie vision, je crains que ces systèmes n'éprouvent de vraies difficultés à survivre et à fonctionner. Et je me souviens, personne ne sait de quoi l'avenir est fait. Je me souviens de l'époque où nous avions voulu travailler au Sahel pour aider les populations. Il y avait Boko Haram, il y avait des problèmes, il y avait la crise au Tchad à l'époque. Et je crois qu'il faut, malgré ces difficultés, être capable d'avoir une vraie vision, ne pas oublier la vision de départ et ne pas se retrouver face à des changements constants de cap. Donc cette vision, elle doit exister, elle doit être, entre guillemets, pérenne. Je vais m'arrêter là pour ne pas vous empêcher donc de profiter du déjeuner, mais quelques mots avant tout, quelques informations pratiques et concrètes à vous communiquer avant le déjeuner. Avec